On entend, ok. Alors, je vois que ça se connecte petit à petit. On va attendre, il n'est pas tout à fait 13h30. Merci à ceux qui nous ont déjà rejoints. Pour information, nous avions 100 inscrits à cette conférence, donc on peut attendre un peu, même s'il y a déjà une quinzaine de participants. Alors, il est 13h30. Je vous propose, je laisse une minute pour laisser les gens qui vont se connecter pile poil à l'heure. Et à 13h31, nous allons pouvoir commencer la conférence. J'espère que tout le monde nous entend bien. Si ce n'est pas le cas, c'est le moment de régler les micros avant que nous, enfin, ou les audios avant que nous commencions. Alors, on n'a pas le quart d'heure local, là, puisqu'on n'a pas de localité. Ben non, c'est ça, non. Non. Normalement, tout le monde a trouvé le bon chemin pour arriver. Ouais, mais bon, il faut bien qu'on ait au moins 50% des participants qui soient arrivés à démarrer, hein, oui. Sinon. C'est vrai. Est-ce qu'on attend les 30 participants? Bon. Ah bah sur 100, c'est un minimum quand même. Oui. Bon, après, tu te dis que bon, l'introduction, ils se rattraperont quand même, mais c'est pas. Non, mais ouais, vaut mieux attendre un petit peu, même si c'est vrai que ça laisse un temps de latence pour nous qui est pas, qui est pas trop normal. C'est comme ça aussi dans le réel. Hein. Tu vois les gens qui s'installent sur les estrades, qui règlent les trucs et les machins, les gens qui s'assoient. Il y a toujours cette phase-là. Alors, bah, elle est un peu différente, bien sûr. Ouais, on la vit différemment. On se voit la vivre. C'est ça la différence. Alors que sinon, on ne se voit pas la vivre. C'est ça, c'est vrai. Alors, merci à ceux et celles qui nous rejoignent. Pour ceux qui viennent d'arriver, on se laisse encore un petit peu de temps pour avoir un nombre de participants important. Et pour rappel, nous avions 100 inscrits à cette conférence, donc ce qui est super. Donc, on s'est dit qu'on pouvait attendre un petit peu d'avoir une bonne partie d'entre vous de connectés. Donc là, on est 29 en tout participants. Quelqu'un demande si en effet les micros sont coupés. Oui, les micros des participants sont coupés, mais vous pouvez nous poser vos questions dans le chat. Pierre vous lira et nous posera les questions. Oui. Je vois quand même les messages qui s'affichent via mon téléphone, en fait. Bon, il y en a qui en sortent encore au café, là. On les a un peu bousculés. Ah bah ouais, bah ouais, la tisane, tout bien. Ah bah voilà. C'est ça. Allez, j'ai 27 personnes extérieures, donc on est à 31. J'attends d'arriver à 30, ça fera un tiers des participants présents. Et ben voilà, nous sommes à 30. Ça vous va, Marilyn? Je commence maintenant? Eh ben allez, c'est parti. Ouais. Ok. Alors. Tu tapes les 3 coups? Ouais. Hop. Alors, je partage mon écran. Ça te résiste, on dirait. Ah, la technologie. Eh ben, ouais. Oui, effectivement, ça me résiste.
pourquoi, je ne comprends pas. On écoute que tu tapes, mais… Oui, oui, les micros sont coupés, Xavier, c'est normal. Mais tu peux nous écrire dans le chat. Bon, Pierre essaye de projeter son écran. Ouais, je m'excuse, ça fonctionnait très bien il y a 2 minutes. Bon, bah, je vais commencer directement sur notre diaporama. Du coup, Et là, tu ne peux pas arriver de mettre le diaporama en mode diaporama, parce que là, ça y est. Si, là, je peux, voilà, mais c'était pas celui-ci qui était prévu, mais c'est pas grave. On s'adapte, voilà. Bonjour tout le monde, merci à vous tous et à vous tous de vous être connectés. Merci surtout d'être avec nous aujourd'hui pour cette conférence sur l'ergonomie en agriculture, dans des conditions un peu particulières, ou en tout cas différentes. Vous vous êtes adaptés, et nous aussi, pour vous proposer ce format en visioconférence. Donc, sur l'outil, je ne sais pas si vous connaissez, vous n'avez pas besoin forcément de couper vos micros puisque vous ne pouvez pas interagir, en tout cas de vive voix. Et vous pouvez le faire, par contre, en posant vos questions dans le chat. Donc, vous avez un petit onglet qui s'appelle « Discussion ». Vous pouvez poser vos questions ici et nous n'y manquerons pas d'y répondre. Moi, je vais les relever et voilà, pour pouvoir les poser à haute voix. Voilà, ce cadre de conférence, juste pour tracer le cadre global, s'inscrit dans les conférences qui sont proposées du 16 novembre au 16 décembre dans le cadre de La Terre et notre métier, qui est porté et proposé par le réseau GAB, FRAB et FNAB, donc les fédérations des agriculteurs biologiques. J'ai parlé tout à l'heure d'adaptation. Ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, il va en être question dans l'heure et quart, l'heure et demie que nous allons passer ensemble. Pour en parler plus en détail, avec moi, il y aura 2 intervenantes expertes, donc Lucie Moreau, conseillère en prévention à la mutualité sociale agricole, et Marilyn Malo, ergonome et conseillère à MB2 Conseil. Avant de vous présenter le programme, quelques précisions. Je vois qu'il y a encore des personnes qui se connectent. Donc, vous posez vos questions. Moi, je suis le simple animateur de cette conférence. Je vais regarder vos questions que vous allez poser dans le chat et je les reprendrai moi-même pour les poser de vive voix à nos intervenantes. Toute cette conférence-là est enregistrée, donc vous aurez l'occasion de la revoir. Donc, pour tout ce qui est partie diaporama et réponses aux questions, elles seront ensuite en ligne et disponibles sur le site de la FRAB, sur le site de la Terre et notre métier. Voilà pour cette partie-là. Vous pouvez choisir votre mode d'affichage en cliquant soit sur l'écran partagé ou en cliquant sur la personne qui parle. Vous pouvez sélectionner les écrans que vous pouvez afficher sur votre écran d'ordinateur. Voilà pour la partie technique présentation. Voilà comment va se dérouler la conférence. Tout d'abord, il nous a semblé important et nécessaire de définir ce qu'était l'ergonomie. Donc, ce sera une première partie de notre intervention d'aujourd'hui. Dans un deuxième temps, nous aborderons la question de prévention en les décomposant en 3 parties, donc primaire, secondaire et tertiaire. L'idée est de vous donner des clés, des repères pour identifier les différents stades de prévention et quels sont vos moyens d'agir. Donc là, on parle de vos moyens d'agir. Je m'adresse directement à des producteurs puisque le salon LTNM est un salon à direction des agriculteurs et agricultrices. Voilà, donc là, les moyens d'agir en tant qu'agriculteur et agricultrice. Ensuite, nous parlerons de la transition et de la gestion du changement, ou des changements, puisque nous verrons qu'ils sont et qu'ils peuvent être nombreux. Puis nous terminerons par vous présenter les moyens qui existent pour vous aider dans la gestion de vos transitions. Je vais maintenant laisser la parole et le soin de se présenter à notre première experte intervenante. Bonjour, donc moi je suis Marilyn Malo. Donc au départ j'étais technicienne agricole, j'avais une formation agricole et je travaillais dans le conseil plutôt de gestion. Et puis je me suis reconvertie à l'ergonomie et je me suis dit pourquoi les agriculteurs ne pourraient pas eux aussi bénéficier des services de l'ergonomie. Je ne vois pas pourquoi ce serait réservé aux industriels.
Et voilà comment j'ai développé toute une activité, beaucoup d'ailleurs dans l'élevage, sur des questions, certes, quand on pense à ergonomie, d'ailleurs le petit schéma tout à l'heure, ergonomie, il y avait un corps humain parce qu'on pense tout de suite à la dimension physique du travail. Eh bien, c'est trop restrictif. On travaille, certes, je vais travailler sur le handicap par exemple, mais je vais beaucoup du coup améliorer l'organisation ou toucher le système de production. Donc, une vision assez complexe, on va voir, globale des choses. Et en effet, j'ai beaucoup d'expérience en élevage sur des questions de conception de bâtiments, sur des questions de travailler ensemble et de gérer des sociétés, des GAEC. C'est un travail de management en commun. Donc, on ne m'attendait pas là-dessus. Bien, si, c'est une grande partie de mon activité. Donc, justement, quand on parle travail, de quel travail parle-t-on? Souvent, en agriculture, quand je vois des approches travail, on me parle temps de travail. Oui, c'est vrai, c'est une unité. Mais le travail, c'est exercer une activité, certes, qui peut être physique. Il y a toujours une dimension physique. Même maintenant, je parle avec mes mains. Il y a toujours une dimension physique. Mais il y a aussi toujours une dimension mentale, y compris quand je travaille avec des gens qui sont sur une chaîne à faire le même geste tous les jours que Dieu fait. Leur cerveau, il n'est pas décérébré, il est toujours là. Et toujours, quel que soit le travail, on s'y engage, soit en tant que personne avec toute sa subjectivité. C'est ce qu'on appelle le sens du travail, qui peut se construire ou qui peut ne pas se construire. Et là, en agriculture, en ce moment, vous avez des fois du mal à le construire. Et donc, il y a aussi la dimension sociale, c'est-à-dire qu'on n'est jamais seul. Non, on est toujours en réseau avec d'autres. On a toujours la famille, il y a toujours… Une fois que je travaille avec un exploitant, quand je lui demande combien il y a d'unités de main-d'œuvre sur l'exploitation, il me dit je suis tout seul. C'est vrai, sur la déclaration MSA, il est tout seul. Quand je lui ai fait la restitution, il m'a fallu créer 10 lignes. Il y avait 10 personnes différentes parce qu'il y a toujours la femme qui fait la compta, la mère qui aide à pousser les animaux quand il faut les changer de parcelle, parce qu'il y a le voisin qui aide pour ci, parce qu'il y en a un qui vient faire les foins, le cousin qui vient aider, parce qu'il y a un peu de service de remplacement, parce qu'il y a un petit peu d'entraide, et puis il y a un petit peu de CUMA, et puis il y a un petit peu… Et en fait, j'ai trouvé 10 personnes. Donc, ce travail, en plus, il se fait dans une situation particulière. Souvent aussi, le travail, on pense que c'est une tâche. Voilà, on va déciler. Bah oui, mais selon que la machine, elle est hyper moderne et puis qu'elle a des options qu'elle n'en a pas, qu'elle est en panne, que le silo, il est couloir ou taupe, ou qu'on tombe sur quelqu'un qui aime bien enlever les moisissures ou pas, eh bien, quand je vais observer, je ne vais pas avoir du tout les mêmes actes posés. Clic, il faut que je fasse signe pour qu'il me fasse avancer les diapos. Donc, l'approche de l'exploitation agricole, c'est donc ces choses qui déterminent la situation de travail, puisque je parlais de la situation de travail. Bon, ça ne va pas vous étonner si je vous dis que selon le climat, selon les sols, selon l'environnement social, l'environnement économique, il y a des coopératives, il y a des organisations qui sont proposées où il n'y en a pas, et puis il y a l'administration, la réglementation, ça vous le savez. Et puis bien sûr, on vous demande chaque fois votre parcellaire, qu'est-ce qu'il y a comme bâtiment, comme équipement, quel système de production, et votre situation économique, est-ce qu'il y a de la trésorerie, est-ce que vous avez des investissements avec beaucoup d'endettement, voilà. On arrive à l'humain. Je vous y faisais déjà allusion tout à l'heure, c'est un gros volet pour moi. L'humain, doucement, pas si vite, on en est à l'humain. Pour l'humain, en effet, on a un nombre de personnes qui n'est pas toujours du plein temps. On a des gens qui viennent sporadiquement, mais ils viennent. On a des gens qui sont en santé ou qui ont déjà des handicaps. On rencontre quand même beaucoup de situations de handicap. Les gens ne les déclarent pas toujours, mais on en trouve beaucoup. Il y a des compétences, des formations, des niveaux de formation qui sont différents. Tout le monde n'a pas le goût aux mêmes choses. Il y en a qui aiment être dehors, il y en a qui aiment gérer des projets, il y en a qui aiment les papiers, il y en a plus qui ne les aiment pas. On n'a pas tous les mêmes aptitudes. C'est un métier tellement divers où il faut faire tellement de choses différentes. Je ne sais pas qui c'est qui fait du bruit là, mais à côté c'est très pénible. Et puis, chacun a des valeurs. N'a pas la même vision des choses. Quand je demande à chaque fois aux gens pourquoi ils sont agriculteurs, j'ai des réponses très différentes. Et donc, tu peux cliquer, en effet, on appartient à un réseau social. Alors, les réseaux sociaux, c'est quoi? Ça peut être professionnel, je suis dans un GVA, ça peut être privé. Je vais au club de foot et là, je rencontre plein de monde. Ou ma femme, elle est infirmière, alors ses collègues, des fois, elles viennent. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée dans le GAEC de faire des rotations pour les vélages la nuit.
Oui, j'ai déjà entendu ça. Ces réseaux qui sont professionnels ou extra-professionnels viennent enrichir et nous faire voir les choses différemment. Une fois, il y a eu un sociologue qui voulait mettre en évidence ces réseaux professionnels qui étaient plus ou moins formels. Il a demandé à une technicienne de faire une étude. Elle avait dans sa zone un canton où il y avait des GVA, où les techniciens connaissaient toutes les maisons, puis un canton où les techniciens, ils y allaient très très peu que quand c'était obligatoire. Et elle a commencé à prendre des rendez-vous pour voir tous ces gens-là, essayer de comprendre leur réseau. Et rapidement, dans l'endroit où il n'y avait pas de technicien, quand elle appelait, on lui disait « Ah, je savais que vous alliez appeler, j'étais prévenue ». Alors, on a profité pour dire, mais où et comment vous avez appris ça? Eh bien, sur le parvis de l'église après la messe. Donc, des fois, on est surpris où se font les réseaux, mais tout le monde est dans des réseaux. Donc, il y a l'espace familial. Des fois, ça choque quand je travaille avec des ergonomes qui ne sont pas habitués à l'agriculture ou même avec des techniciens qui me disent, mais comment tu peux t'occuper de la famille? C'est pas notre domaine, on n'a pas le droit d'y aller. Et là, je leur réponds, mais de toute façon, l'espace privé et l'espace professionnel, il n'est pas disjoint. Ça se mélange. Donc, je ne peux pas faire des séparations puisqu'il n'y en a pas. Parce que la famille vient travailler, la famille, elle amène des fois un peu de patrimoine, un peu de finances. Elle est pour beaucoup dans la construction des valeurs. Et clic, nous avons la stratégie de l'entreprise. Alors, on me dit, mais comment ça? C'est dans les grands groupes qu'ils ont des stratégies. Dans les petites fermes, on n'a pas de stratégie. Oh ben oui, ça, je ne tends pas mon micro en disant « Quelle est votre stratégie d'entreprise ?» parce que je n'aurai pas de réponse. Quand j'ai posé toutes mes questions, je vois généralement une grande cohérence. Il y a des gens qui sont très patrimoniaux, il y a des gens qui sont très environnement, il y a des gens qui sont très produits, qualité du produit, respect de la nature. Il y a des orientations et des visions du métier qui sont différentes. Et donc, des orientations, des choix, des organisations qui sont en adéquation avec cette vision et cette éthique du métier. Donc, tout ça c'est ce qu'on appelle un petit peu les déterminants. Ça détermine la situation de travail. Mais on n'a toujours pas le travail. Clic, voilà les déterminants de la situation. Clic, clic. Et nous avons les effets. Je ne sais pas si on le voit parce que moi, j'avoue que ça me le bouffe, le fond de ma page. Je ne sais pas si vous aussi. Toujours est-il que dans le premier rond jaune, il y a écrit santé et il doit y avoir écrit Qualité de vie. Qualité de vie. Quand on va voir justement les médecins du travail et autres, ils vont nous parler de la santé, de la qualité de vie et dire voilà, le travail, ça détruit ou ça permet de construire sa santé. Et si je vais voir les techniciens, ils vont me dire, eh bien, le travail, ça permet la performance technique, les résultats économiques, ça permet le résultat, la qualité, tout ça. Ça, moi, clic, j'appelle ça les effets sur le travail. Et ce n'est pas le travail. On n'a toujours pas parlé du travail. Le travail, reclique, le travail, il est au centre. Reclique, s'il te plaît. Voilà, le travail, c'est ce qui permet de faire tenir ensemble tous ces déterminants. C'est lui qui relie tout ça. Le travail, c'est comment on va combiner ces déterminants. Comment, dans l'instant là du travail, avec son corps, avec sa tête, avec sa subjectivité, comment les gens vont agir et mettre en acte des choses. Si, tout à l'heure, je parlais de la machine en panne, si, je vais donner un exemple. J'avais des agriculteurs, ils étaient en train de faire leur chevreautage, donc ils étaient occupés avec les chèvres et tout, et puis ils ne voyaient plus leur fils. Leur fils était soi-disant en train de donner au biberon aux agneaux. Il a dit oui, aux chevrettes. Il dit, il s'amuse, hein, c'est rigolo, les chevrettes à donner le biberon, et puis nous, il ne vient pas nous aider. Le lendemain, c'est eux qui sont allés. Quand ils ont vu comment ils avaient mal organisé, qu'il y en avait partout, qu'ils n'avaient pas fait des lots clairs, qu'ils n'avaient pas mis les outils, qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait pour préparer les biberons, qu'il n'y avait pas de quoi séparer les chevrettes. Et comment à deux, ils se sont ennuyés, ils ont dit bah, le gamin, il ne s'est pas amusé tout seul la veille. Parce que voilà, dire qu'il faut vous donner un biberon, ça ne dit pas comment, ça ne dit pas qu'est-ce qu'on a comme situation, comment ça se passe et comment on va faire les choses. Donc, clic. C'est bien le travail qui va faire que je vais construire ma santé ou que je vais avoir un accident ou que je vais me démonter le dos. C'est bien ce travail-là qui fait la performance. Ce n'est pas le fait d'avoir décidé qu'on allait faire telle technique. Je me souviens d'un technicien qui avait dit bah, écoute, tu as une maladie là, sur tes animaux, ou c'est pareil en phyto d'ailleurs. Le meilleur des traitements, il n'y en a qu'un. Celui qui marche, c'est quand tu refais le traitement tous les 15 jours. Voilà, il faut en faire 3 de suite à 15 jours d'intervalle et là, je te promets le résultat. Oui,
C'est vrai, intrinsèquement, c'est vrai, sauf que là, dans la situation de mon agriculteur qui était en pleine fenaison, il ne pouvait pas faire ça 3 fois, il n'avait pas les équipements de contention, il n'avait pas le temps, et il allait faire ça à 3 semaines ou à une semaine, en fait, il n'allait pas respecter le truc. Donc, il valait mieux lui donner une solution qui intrinsèquement est moins bonne, mais qui consiste à mettre le produit dans l'eau pour irriguer, dans l'eau pour abreuver les animaux, et qui va peut-être marcher moins bien, mais comme elle sera bien faite, eh bien, elle marchera tout de suite mieux. Et c'est ça, Reclick, et c'est donc bien la performance et la santé qui devient elle aussi un déterminant. Si je suis handicapée ou en bonne santé, ça ne donne pas les mêmes ressources, ça ne détermine pas, je ne vais pas agir de la même manière. Pareil, plus j'ai de la situation économique qui est aisée, plus je vais pouvoir faire le petit investissement qui va bien, plus j'ai de la qualité, plus tout ça, ça s'alimente. Donc on voit que la situation d'une entreprise, c'est un système complexe avec des équilibres. Et le tout est de gérer cet équilibre. Merci. Alors, je vais devoir quitter un instant le mode de partage pour pouvoir éventuellement prendre vos questions. Donc voilà, si ça coupe, c'est normal. Je vous récupère. Alors, si jamais vous avez des questions, je vous invite du coup à les poser dans la barre de chat. Ça peut vous venir plus tard, hein, c'est pas un problème, Oui, on y répondra aussi plus tard. Alors, on perd un peu le côté interactif avec ce format-là, mais voilà, en tout cas, on a le temps, si jamais il y a des questions. Sinon, nous passons à la deuxième partie. OK. Alors, je repartage mon écran. Et nous allons passer à la deuxième partie, et je vais laisser du coup Lucie se présenter et intervenir. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis Lucie Moreau, je suis conseillère en prévention des risques professionnels à la MSA. Moi, je suis rattachée donc, à l'Ille-et-Vilaine, où on est 4 conseillers en prévention sur le département. On travaille aussi avec donc le Morbihan, le 56, où il y a également 4 conseillers en prévention, mais globalement, voilà, sur tout le territoire, il y a toujours quelqu'un qui est rattaché au territoire par rapport à notre métier. Au niveau de la MSA, on fait partie du service santé au travail. On a donc pour collègues les médecins du travail et les infirmiers en santé au travail, où on prend soin de la santé pour faire en sorte de limiter les accidents et les maladies professionnelles qu'on retrouve dans le monde agricole au sens large. Et du fait du cœur de notre métier, nous on s'intéresse beaucoup aux interactions entre le travail et puis la santé, la qualité de vie, si on reprend ce que vient de présenter donc Marilyn, mais on a bien conscience de tous ces éléments-là, donc cette approche globale qu'il y a dans le travail, de ce que ça peut engager chez les individus. Et pour ce faire, du coup, on a différents moments où nous, on intervient, mais où en fait, tous les acteurs de la prévention, donc toutes les personnes qui sont intégrées aux situations de travail, vont avoir donc ces différents moments où ils vont prendre en charge leur santé et puis réfléchir à pouvoir la construire, donc être acteur de leur santé. Et c'est un petit peu ce que je vais vous présenter, en commençant par celle qui nous apparaît la plus importante, c'est de pouvoir anticiper au maximum les problématiques de santé. Et Pierre, je veux bien que tu passes au diaporama suivant. Voilà. Où en fait le fer de lance de l'ergonomie et puis de la prévention, c'est de faire en sorte que le travail puisse s'adapter à l'homme et pour le coup à la singularité de qui il est, de qui travaille sur les situations de travail, donc avec les éléments
vraiment divers qu'on a pu voir, avec l'idée que le risque n'est pas forcément encore présent dans le travail, mais on sait qu'il y a quand même une forte probabilité pour qu'il puisse arriver du fait de l'activité. Je vais prendre l'exemple du mal de dos sur du maraîchage ou des problèmes d'épaule sur la traite. Dans les exploitations, c'est quelque chose, voilà, globalement, on sait que le fait que ça puisse arriver est présent. Par contre, il n'y a pas de douleur aujourd'hui pour les personnes qu'on peut accompagner, mais il y a aussi la volonté de pas en avoir et de pouvoir anticiper. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à réfléchir sur les systèmes de stockage, sur les bâtiments, donc avoir une approche technique, mais aussi un peu organisationnelle pour comprendre par où passent les marchandises sur le site de l'exploitation ou sur le magasin, ou comment se passent les zones de circulation ou de chargement sur les ventes de marché quand il y a de la vente dans la vente directe. J'ai l'exemple de quelqu'un que j'ai accompagné en maraîchage il n'y a pas très longtemps, où on faisait un peu ce travail sur le port de charge, où finalement on avait commencé à réfléchir à un système de manutention, voilà, sur roulette, et puis les pas de porte étaient trop importants pour pouvoir aller jusqu'aux tables, enfin jusqu'à l'intérieur, pour charger le camion. Donc voilà, ça a fait partie des pistes qu'on a pu auxquelles on a pu penser pour pouvoir anticiper l'acquisition de ce matériel-là et faire en sorte que les manutentions puissent être limitées. Et puis, c'est de pouvoir anticiper aussi parfois si je reste sur le port de charge, sur quelles sont les cagettes qu'on va utiliser. Est-ce que elles vont être trop lourdes ou est-ce que du coup leur capacité va être trop grande et ce qu'on a à mettre dedans va représenter un poids trop important. Voilà. On essaye à chaque fois de pouvoir avant même qu'il y ait des transformations, de pouvoir questionner et anticiper le projet pour que il ne puisse pas y avoir d'apparition de douleurs ou de problèmes de santé. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on essaye d'avoir, et de pouvoir anticiper en fait les problématiques de santé. Malheureusement, et je veux bien que tu passes au diaporama suivant, s'il te plaît, Pierre, malheureusement, parfois, les problématiques sont déjà là, c'est-à-dire qu'il y a déjà des problèmes de santé. Par contre, on peut en limiter les effets pour continuer à maintenir son activité. C'est souvent ce qu'on peut retrouver sur les étirements avant une situation de travail qui va solliciter fortement le corps. Ça peut être aussi, donc, ce qu'on retrouve régulièrement, c'est les séances de kiné ou d'ostéo pour pouvoir pallier, essayer de compenser aux problèmes de dos. Je reste un peu centrée là-dessus, mais c'est sur le dos, mais c'est vrai que c'est ce que je rencontre assez régulièrement. Ça peut être aussi parfois le maintien d'une ceinture, le port d'une ceinture lombaire, ou de pouvoir être formé au ce qu'on appelle les bons gestes et postures par rapport à ça. Donc là aussi, il y a des pistes de prévention sur ces éléments-là. Et enfin, on intervient aussi sur ce qu'on appelle la notion de réparation. C'est-à-dire que les problématiques sont déjà présentes. Et on parlait de situation de handicap tout à l'heure. C'est vrai que nous aussi, on intervient pour adapter les postes quand
la situation est devenue handicapante. Et là, c'est un petit peu le rôle des sapeurs-pompiers, c'est-à-dire que la situation est dégradée, on va globalement aller chercher un peu les mêmes pistes de solutions, mais souvent on a une marge de manœuvre de mise en place des solutions qui est beaucoup plus réduite du fait des capacités et incapacités que les personnes peuvent présenter. Capacité et incapacité, on peut parler aussi, on peut parler également physique, mais c'est que parfois il peut y avoir aussi des situations qui vont être dégradées sur d'autres champs techniques, économiques ou autres, et dans ce cas-là, on aura une marge, des marges de manœuvre qui peuvent être aussi limitées. À chaque fois que l'on intervient, nous, on conseille, on oriente. On va voir un peu le questionnement après avec Marilyn. Ce qu'on sait aussi, c'est que du coup, c'est le chef de l'entreprise et celui qui est au cœur du travail et qui, lui, sait gérer toutes ces dimensions-là du travail. Ce sont nos interlocuteurs, en fait. Ce sont les exploitants et les salariés. Donc, nous, on va pouvoir apporter des éléments techniques, des éléments aussi organisationnels. On va pouvoir questionner par rapport à la situation de travail, et les pistes de solutions qui vont venir après vont être décidées par les gens et par nos interlocuteurs. Et pour le coup, c'est là où il y a tout un dialogue et cette notion de priorisation qui va s'engager. Voilà. Merci. Alors, pareil, j'arrête le partage pour reprendre l'écran et les éventuelles questions. Oui, qu'il y avait une question, oui. Alors, y a-t-il un volet prévention par l'alimentation? Alors, j'ai pas compris la question. Par exemple, si on a un risque de trouble musculo-squelettique avec les gestes répétitifs dans la traite ou ailleurs, ou au sécateur, pensez à bien vous abreuver. Mais sinon, non, je ne sais pas ton avis, mais je ne pense pas qu'il y ait des conseils avec des alimentations plus protéinées, plus bio, plus ci, plus là, je ne pense pas. Alors oui, du coup, je vais pas être experte de ça. Voilà, en effet, on est sur le champ du travail. Les médecins pourraient un peu plus répondre à ça. Globalement, oui, c'est vrai qu'une alimentation équilibrée peut engager un meilleur bien-être. Après, quand j'investis pas ces questions-là, j'estime qu'elles sont de l'ordre personnel. Mais en effet, ouais, l'hydratation, le fait de travailler à l'extérieur et oui, de ne pas avoir de source d'eau, voilà, manger, buvez sainement. Mais ouais. C'est bon? Ouais, j'attends de voir si jamais il y a d'autres questions. Et sinon, nous passerons à la troisième partie. Ok, alors je vais de nouveau partager mon écran. Hop, normalement ça doit fonctionner. Et Marilyn, je te laisse reprendre cette troisième partie. Et continuer. Je ne savais pas que j'avais celle-ci. Bon, alors, le changement, voilà, chaque fois que les gens me disent, voilà, je vais me mettre à avoir des salariés, je vais augmenter ma surface, je vais faire de la vente directe, on se dit, bah, il y avait un équilibre. Tout à l'heure, je vous ai décrit toutes ces bulles avec cet équilibre. Et aussitôt, on sait que ça va créer un déséquilibre. Donc, ça inquiète, mais ça peut inquiéter. C'est normal. Parce qu'il faut appréhender cette chose-là, de se dire c'est simple, je rajoute un truc et puis basta. Non, vous savez, l'effet papillon, il existe. Donc, il faut se poser cette question-là. D'autre part, bah oui, on me dit de faire ça, il y aurait ce projet, mais est-ce que c'est compatible avec mes valeurs? J'ai eu le cas d'une fois de quelqu'un qui avait un problème pour faire
fait, ces animaux, il manquait de volume, de place. Et donc, quand on n'a pas d'argent, bah, la solution qui va bien, c'est le tunnel. Cette personne-là, moi, j'avais passé du temps avec lui. J'avais vu que c'était quelqu'un qui habitait à côté d'un site classé, qui était très, très soucieux du paysage, du patrimoine. Il était en bio avec des valeurs. Je dis, mais moi, je ne veux pas être celui qui va lui donner l'idée. En tous les cas, je vais bien voir sa tête quand vous allez lui proposer. Et j'entends bien qu'économiquement, c'est à peu près la seule solution. Mais pour lui, tel qu'il est, recevoir des gens chez lui qui vont arriver voir un tunnel, je ne sais pas comment il pourra gérer ça. Ça me semble pas réaliste. Et puis après, on se dit, ben oui, bon, j'ai un gros projet là, mais comment je fais? Par quel bout je m'y prends? Donc je vais vous montrer, je vais illustrer avec des exemples et je vais vous montrer un petit peu, moi, la méthodologie que j'emploie quand j'accompagne des gens, puisque j'accompagne souvent des changements. Et on verra qu'une des étapes, ce sera de simuler les effets des changements sur le travail, donc sur toute la vie de l'exploitation, et de bien voir qu'on va être en cohérence avec les valeurs. Ouais. Juste peut-être pour replacer, du coup, donc ça ne nous a pas échappé, c'est le groupement des agriculteurs biologiques et la FRAP qui organise cette conférence. Donc, on parle d'ergonomie au travail en agriculture. En préparant cette conférence, on n'a pas identifié, enfin en tout cas les experts n'ont pas identifié de différences d'approche d'ergonomie sur une ferme qui ne serait pas en agriculture biologique. Mais par contre, là, la partie agriculture biologique intervient en termes, à sa place, c'est un changement. La conversion est un changement et entraîne une transition, et c'est à ce titre-là que nous allons que la partie agriculture biologique intervient. Tout à fait. Tu fais bien de me rappeler en effet cette donnée. C'est vrai que moi, que je sois sur… moi, je regarde justement quelles sont les valeurs et quelles sont la vision du métier qu'a l'entreprise. Donc, quelles que soient les valeurs, moi, j'accompagne tout le monde. Ce n'est pas mon problème. Et ce que je souhaite, c'est que les gens en aient une vision et leurs valeurs. Et après, eh bien, accompagner un changement, c'est accompagner un changement. Il n'y a pas de typicité selon les types de projets. La méthodologie est la même. Et chaque fois, on passera à vérifier qu'il y a une cohérence au niveau des valeurs et que c'est réaliste en termes de travail. Parce que souvent, en effet, en bio, c'est encore plus flagrant. Je vais donner un exemple. Une fois, ça date, c'est à l'époque de la vache folle, donc vous voyez, ça date. J'accompagnais un agriculteur handicapé. Il avait 2 poulaillers industriels et on lui a dit, bah, écoute, tu vas passer avec des œufs. Mais ce sera un seul poulailler, c'est bio, donc ça peut être on manque d'œufs. Là, en ce moment, les gens ne veulent plus de viande, donc ils veulent des œufs. Tu vas nous faire un poulailler, mais ce sera une petite unité. Et puis quand j'ai regardé, ils avaient enlevé tout ce qui, dans les systèmes industriels, améliorait les conditions de travail pour pouvoir faire un peu moins d'investissement et faire croire à une rentabilité. Moi, j'étais folle. Je ne dis pas parce qu'on est en bio qu'on prend une brouette et qu'on la pousse, quoi. Et évidemment qu'il avait une quantité de travail qui était bien supérieure pour un revenu qui de toute façon était inférieur. Donc oui, mais c'est pas, voilà, c'est des problématiques qui sont pour tout le monde. Continuons. Donc la première chose que je demande, c'est de clarifier les enjeux du projet, pour ensuite bien poser le problème. Parce que, comme on dit, un problème bien posé, moitié résolu. Et ça, c'est la vérité. J'ai eu le cas d'une exploitation où la personne avait, pareil, handicap, il fallait investir dans les équipements parce qu'il fallait moderniser. Et chaque fois que j'étudiais un peu le projet, que j'essayais de comprendre, il me disait « Oh oui, mais une fois, il y a un technicien qui m'avait proposé… » Pourquoi tu ne me le dis pas? Allez, donne-moi son plan. Il me donnait un projet, je regardais, je lui dis, ah, toi, ce technicien-là, il est venu une demi-journée, tu lui as dit ça, et c'est tout. Il me dit, comment tu le sais? Ben, si je vois que le plan, il répond bien à ces questions-là, mais pas à celle-ci, celle-ci et celle-ci. Il m'a dit, oui, c'est pour ça que quand il m'a envoyé le plan, ben, je ne pouvais rien en faire. Et les techniciens me disaient, on ne veut plus y aller, on ne veut plus le voir, il est trop pénible. Et je dis, mais de toute façon, ce n'est pas à vous d'avoir l'idée, c'est à lui. Quand il saura, après, vous lui ferez à l'échelle le plan. Bon, regardez un peu bizarre.
Et en effet, quand on a eu posé le problème, et Dieu sait qu'il était complexe, son problème, un jour je suis arrivée, il m'a dit, ça y est, je sais. Il fallait faire son deuil de certaines solutions qui étaient économiquement difficiles à faire. Et quand il a eu fait le cheminement, après, on a pu avancer. Donc, poser le problème. Et ensuite, une fois qu'on a posé le problème, il faut étudier le projet et il faut l'étudier dans toutes ses dimensions. Ce n'est pas parce que je suis ergonome que je vais regarder que le point de vue du travail. Maintenant, je viens de vous expliquer qu'il fallait tout faire tenir ensemble. Alors, il va falloir intégrer les points de vue de tout le monde. Clic. Donc, les objectifs et les enjeux du projet. On retrouve les valeurs. Quelle est l'orientation stratégique de l'entreprise? Quelle est sa vision du métier? Quelles sont les valeurs en présence? Et puis, on a toujours 3 objectifs. Alors après, il peut y en avoir plus, selon les situations, mais ceux-là, je les ai chaque fois. C'est qu'on définit l'objectif économique du projet, on définit l'objectif qualité ou technique du projet, et l'objectif travail. C'est-à-dire que je peux avoir un projet où je veux améliorer mes conditions de travail. J'ai eu des projets où on voulait baisser le niveau de revenu. Bizarre, parce que c'était une personne qui était handicapée qui a dit je vais réduire la voilure, mais je veux rester exploitant. Et j'ai regardé, je peux baisser un petit peu mon niveau de revenu. Donc on peut avoir des objectifs un peu curieux, mais je n'ai pas à en juger personnellement, je les prends tels quels. On va voir que c'est le point de départ à poser parce que c'est ce qui nous permettra de valider après, quand on aura étudié, que le projet répond bien à nos attentes. C'est toujours important de savoir quelles sont nos attentes et de bien vérifier, parce que j'ai déjà vu des projets qui répondaient en rien aux attentes. C'est un peu gênant. Clic. Donc, on a vu tout à l'heure qu'on a fait le diagnostic de l'exploitation. Comment aujourd'hui elle est complexe et la complexité s'équilibre. J'avais une fois une ferme qui était vraiment avec une maîtrise des subventions parce qu'on a les temps, il faut maîtriser, avec un équilibre extraordinaire et complexe que même la personne avait du mal. J'ai mis beaucoup de temps à lui formuler, à la comprendre, cette situation. Il n'arrivait pas à la transmettre à ses ouvriers puisqu'il était handicapé et qu'il avait dû se faire aider. Et il y avait les primes qui changeaient. Donc, il y avait vraiment un gros travail à comprendre. Déjà, aujourd'hui, c'est quoi mon système et qu'est-ce qui me déplaît dans le système et qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qu'il ne faudra pas démolir? Important, ça. Et puis, on a au milieu, là, je les ai dessinés, tous les petits bonshommes qui ont tous des bonnes idées et qui vous disent ce qu'il faut faire. J'exagère, mais il y a quand même, je pense que ça vous parle. Dites-vous toujours, ces gens qui ont des bonnes idées pour moi, d'où est-ce qu'ils me parlent? Ils me parlent depuis leur propre métier, depuis leurs compétences, depuis leurs valeurs, depuis les moyens d'action qu'eux maîtrisent. Et donc, une fois que je resitue leurs conseils par rapport à ça, je peux prendre plein de choses intéressantes. Et je dis souvent, quand quelqu'un vous dit « tu devrais faire ça », répondez-lui « pourquoi tu me conseilles ça ?» C'est le pourquoi qui est intéressant, pas le conseil, pas la solution. C'est le pourquoi. Il y a des choses à prendre dedans. Et puis, évidemment, il faut regarder le sens de l'histoire, aller dans les médias pour essayer de voir, aujourd'hui, les consommateurs, ils veulent autre chose, et puis il va y avoir des nouvelles lois sur l'environnement, et puis quelle sauce on va être mangé. On n'est pas tout seul, on travaille dans une société qui est mondiale, donc il faut un petit peu qui évolue, donc il faut se tenir informé et regarder que son projet, comment il va évoluer dans le temps face à ces évolutions prévisibles, celles qui le sont. Clic. Donc, à partir de cette phase-là, on va avoir des solutions qui vont émerger. Il y a des pistes de solutions. Il y en avait déjà une au départ. Généralement, on a un problème, une solution. Je dis, oh là, attention, doucement, il ne faut pas aller si vite. OK. Il y a peut-être des solutions alternatives. Ouais, c'est vrai que si ces solutions ne marchent pas, il y en a peut-être d'autres, elles ne me plaisent pas trop. Et puis, il y en a, je les écarte du départ. Il y a des solutions, elles ne sont pas pour chez moi. Ça ne me convient pas du tout. Donc, je les écarte. Mais j'en garde trace parce que c'est intéressant. Des fois, on y revient, donc il faut se souvenir pourquoi on les avait écartés. Clic. Pour chacune de ces... Alors, moi, je n'aime pas les projets où il n'y a qu'une solution à étudier. Problème qu'il y a une solution égale problème mal posé. Ça n'existe pas. La solution parfaite non plus. Vous faites votre deuil. La solution parfaite, elle n'existe pas. Il y aura toujours des compromis à faire. Si ça ne marche pas parfaitement, justement, en l'étudiant, on pourra essayer de la contourner par des solutions organisationnelles ou autres. Mais de toute façon, la solution, elle aura toujours des points faibles et des points forts. Après, on choisira la moins pire. La fois où j'avais ce gars-là qui me disait « je suis prêt à diminuer de revenus et diminuer de voilure mon exploitation pour pouvoir faire avec mon handicap »,
Moi, j'avais analysé son système et je m'étais aperçu que j'avais affaire à quelqu'un qui était vraiment une dimension chef d'entreprise très développée, sachant manager des hommes, sachant manager des projets, gestionnaire. Donc, je lui dis, mais pourquoi vous n'avez pas le projet de développer l'exploitation pour justifier des salariés, ce qui serait aussi une solution à votre handicap? Je lui ai un peu forcé la main pour étudier cette solution-là. Certes, elle ne lui plaisait pas, il l'a pas retenue, mais en l'étudiant, on a repéré plein de choses qui ont servi à la solution qu'il a retenue. Ça a permis d'apprendre encore des choses sur le problème. Pendant la phase d'étude de solution, on continue de découvrir des choses sur le problème. Donc, bien sûr, la première étape, c'est la faisabilité technique. C'est le technicien qui passe en premier. Il faut monter le système d'un point de vue théorique et voir qu'en effet, techniquement, ça va passer. Clic. Donc, bien sûr, de là, on a les investissements à réaliser, on a l'incidence sur les coûts de production. Et c'est là, clic, que je rajoute l'incidence travail. On fera un zoom sur les simulations du travail. On verra ça en détail parce que c'est ce qu'il y a de nouveau un peu dans mon document. Parce qu'à partir du moment où on a ça, évidemment, on peut faire les simulations économiques, mais seulement quand on a ça. Des fois, on fait la simulation économique avant et c'est un petit peu tôt. Quand on a toutes ces informations-là, on peut commencer à comparer les solutions en disant bah, celle-ci, elle répond bien à mon objectif économique, celle-ci, elle correspond bien à mon objectif technique, celle-ci à mes valeurs. Et pour les comparer, c'est nos objectifs qu'on a posés au début, qui sont donc très importants. Alors, c'est quoi une simulation du travail? Alors, on va revenir en arrière, juste le titre. Une simulation du travail, certains techniciens me disent, mais alors, on aurait des outils pour faire les simulations du travail, on pourrait simuler tout ça, ce serait génial. Et je leur dis, ben non, parce que moi, je construis autant d'outils que j'ai accompagnés d'exploitants. Je vous ai décrit que le système, il était complexe. Un outil qui prendrait toute la complexité, ce serait d'une lourdeur invraisemblable et impossible à modéliser. Donc, il faut que quand j'ai compris le système, que j'identifie ce qui est pertinent et que je fasse l'outil par rapport à la problématique de l'entreprise et par rapport aux problèmes que l'on étudie. Donc là, j'ai donné deux exemples d'outils. Je m'excuse, je vous ai dit que je serais plus en élevage, donc ils vont ressembler un peu à de l'élevage, mais je vous ferai une aparté sur la problématique que je pense être importante en maraîchage. Par exemple, ici, j'ai une personne handicapée. Bah oui, j'ai beaucoup d'interventions en le handicap. Alors ce document, il faut le voir comme un papier blanc où il est écrit octobre, novembre, décembre et où il est mis en couleur les zones où il y a de travail de saison un peu importantes. On voit qu'en mars, avril, mai, il faut faire pâturer des parcours qui sont éloignés. Donc, on peut y mettre des produits qui sont vides ou qui sont gestantes. Les foins, on ne voudrait pas avoir trop de mise bas en même temps. Et les semis qui sont l'autre pointe de travail. Bon, et puis vous avez des longues tirettes là, parce qu'en fait elles sont mobiles, c'est des petites tirettes qui représentent le cycle de production d'un lot de brebis. Le petit carré vert devant, c'est le flushing, on voit la période de lutte, on voit ensuite la période de gestation, puis la période de mise bas, puis la période où les brebis ont leurs agneaux en allaitement, et puis enfin un petit carré plus foncé qui est l'engraissement des agneaux. Cette tirette, elle ne peut pas être standard. Il n'y a pas deux éleveurs pour lesquels je vais la dessiner pareil. Il y en a qui ne font pas de flushing, il y en a qui le font plus ou moins long, il y en a qui ont une période de lutte très serrée, d'autres plus longue. L'allaitement, la conduite des agneaux, bergerie, pas bergerie, plein air, ça n'a rien à voir. Donc, je fais la tirette pour lui. Il me la valide. Oui, c'est comme ça que je fais. Je lui donne sa feuille blanche, ses tirettes. On dessine d'abord la situation actuelle. Par exemple, il faisait 3 agnelages en 2 ans. Du fait de son handicap, la piste qu'on regarde, c'est de ne faire qu'un agnelage par an parce que c'est déjà moins de manutention d'animaux. C'est tout bête, hein, mais déjà, je vais avoir moins de mise bas, donc moins de manipulation, donc moins de dos exposé, moins de pénibilité. Et la personne, je lui donne les tirettes et je lui dis, vas-y, explique-moi ton système, comment il pourrait fonctionner. Et la personne joue avec ses tirettes, le lot 1, le lot 2, le lot 3. Et puis, oh ouais, il y aurait ça. Bon, je prends une photo. Ouais, ça va pas, refais. Et il en fait. Et puis moi, je lui redonne tout ça. Et puis à un moment, à force de jouer, il me dit, ça y est, j'ai trouvé. Mais il y aura quand même une mise bas pendant les semis. Mais c'est pas grave, ils viennent d'embaucher un salarié à l'ACUMA, je vais externaliser ça. Voilà un exemple. Deuxième exemple, qui est assez fréquent, tu peux cliquer, qui est fréquent, qui est pour l'accompagnement des bâtiments.
Là, je leur demande aux éleveurs leur système de production parce qu'il y a la date où il y a un plus gros effectif d'animaux. Bon, ok. Et puis, j'ai la date de rentrée en bâtiment, de sortie en bâtiment. Bon, selon les systèmes de production, comme ça, j'ai des dates clés avec des effectifs un peu particuliers qui, selon l'état de gestante, allaitante, enfin bon, bref, on est d'accord sur les dates clés. Pour chacune des dates clés, je lui demande d'affecter les animaux soit aux parcelles, parce que j'étudie aussi les parcellaires, ou bien, quand j'ai un projet bâtiment, dans le bâtiment. Donc là, c'est un exemple avec le bâtiment. Donc la personne me dit, bon, ben voilà, au 15 mars, j'ai tant d'animaux, donc j'en mettrai tant là, comme ça, je vais aménager ça comme ça. Une fois qu'il a fait ça, je lui dis, bon, ben allons-y. Eh ben, on va jouer au Lego. Tu matin, tu arrives, tu te gares où? Tu allumes la lumière où? Tu vas aller chercher le tracteur qui est où? Tu le fais démarrer. Tu roules dans quel sens? Là, tu te gares, mais là, tu as un problème parce que hier, tu avais laissé une balle ronde ici. Oh mince, je ne peux pas passer. Et on simule chaque tâche qu'il y a à faire les unes après les autres. Ah, il faut monter sur les tapis. Et je ne peux pas, moi, avec mon handicap. Aïe, mince, comment on peut faire? Et on voit chaque problème et on anticipe un maximum de problèmes. C'est tout à fait classique. Vous êtes éleveur, vous êtes à la fois vétérinaire, opérateur, financier, vous avez toutes les casquettes. Votre problème, il est complexe. Quand enfin vous voyez une solution avancée, vous n'avez qu'une envie, c'est qu'elle marche. Alors, vous fermez les yeux sur les dimensions qui pourraient l'empêcher de fonctionner. Moi, je suis l'empêcheuse de tourner en rond qui fait prendre toutes les casquettes et qui dit si on regarde de ce point de vue-là, si on regarde de ce point de vue-là, pour essayer d'anticiper un maximum de problèmes. Parce que tant qu'on est sur un plan, on peut encore bouger beaucoup de choses. Une fois que ce sera construit en dur et qu'on aura commencé de s'en servir, on va se dire, mince, si j'avais su, j'aurais mis 5 mètres de plus là et puis j'aurais fait ça, c'est trop tard. Et on peut anticiper, et j'ai pu observer des éleveurs qui pratiquaient de façon intuitive ces manières-là, qui géraient leurs projets comme ça, donc j'ai rien inventé, ça paraît être que du bon sens, c'est de la méthodologie. Donc voilà des exemples. En maraîchage, j'avais commencé de travailler cette question et elle est énorme. C'est selon comment vous fonctionnez, vente directe ou pas. Vous devez avoir les premiers produits de saison pour pouvoir passer avant les autres. Vous devez avoir tout le temps des produits variés pour les paniers, pour donner envie. Et il faut pourtant que vous gérez, ce n'est pas le même travail. Chaque récolte n'est pas le même travail. Donc, il faut équilibrer le travail des salariés pour en avoir de manière régulière. Il faut gérer les rotations, gérer tout ça. Et donc, comment anticiper, pas se faire surprendre, j'ai oublié d'implanter, j'ai pas de radis à mettre. Il y a sûrement à réfléchir. Il existe des outils un peu informatiques d'un point de vue technique qui manquent la dimension travail. Et c'est sûrement un sujet sur lequel il y aurait à travailler pour modéliser des choses de ce type-là. Merci. Alors, je quitte le partage. Pour revenir. Alors, pareil, même principe. S'il y a des questions, je vous invite à les poser dans le chat en cliquant sur le petit onglet converser. Si vous avez des exemples de problématiques en disant tiens, comment vous prendriez telle question, pourquoi pas, hein, je vais prendre le risque. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, Marilyn, sur la partie création d'outils et en maraîchage, on travaille en ce moment sur un CASDAR, donc un projet de recherche, où nous allons enquêter notamment, pour moi, j'enquête 4 maraîchers dans le Morbihan sur cette thématique justement d'organisation du travail. Et l'idée, c'est d'aller repérer sur ces 4 maraîchers qu'on a pris le temps de sélectionner des formes d'organisation, des outils d'organisation du travail qui nous permettrait de construire de la référence et pouvoir avoir une boîte à outils pour accompagner demain les maraîchers en installation ou tout simplement en transition ou en changement sur leur exploitation. Je vois une question qui arrive là avec un souci de manutention en se disant voilà, quand il y a de la manutention, est-ce qu'il y a un catalogue de matériel ergonomique? Alors, quand vous voyez ergonomique, partez en courant. Ergonome, ça existe, ergonomique, ça n'existe pas. Ça la fait rire. Parce qu'une solution pour l'un ne sera pas la solution pour l'autre, ça dépend de la problématique. Et tu parlais organisation. Quand je suis dans le handicap, alors on se dit, ouais, il y a des aides, on peut acheter des machines, c'est génial. Les machines, ça tombe en panne un jour, puis il faudra bien la renouveler. Et puis là, il n'y aura plus les aides. Et puis ça peut tomber en panne.
La meilleure des solutions pour réduire la pénibilité que je connaisse, c'est l'organisation. Ça, c'est un volet, je n'ai pas trop donné d'exemple là-dessus, mais chaque fois que je fais un bâtiment, je regarde comment on va s'organiser autour, et ou quel que soit le système qui change, l'organisation est le premier levier d'action. Les outils, moi, c'est vrai que j'ai travaillé dans l'industrie, je travaille en agriculture, donc j'ai comme ça des catalogues d'idées de solutions, mais c'est souvent que je dessine sur mesure. Le nombre de chariots que j'ai dessinés pour distribuer de l'aliment et autres, je n'ai jamais dessiné les mêmes choses parce que c'est pas la même. Il faut poser le problème et bien poser le problème, et après vous allez commencer à voir le champ de solutions qui va bouger. Hein, donc, c'est déjà poser votre problème. Qu'est-ce qu'il y a à manutentionner? Est-ce que je peux jouer sur comment c'est conditionné? Est-ce que je peux jouer comment je le reprends? Est-ce que je peux jouer sur comment je m'en sers après? Il y a plein de leviers d'action. Il faut bien poser le problème, mais les solutions toutes faites, ça ne marche pas. Et du coup, voilà, c'est ça, c'est la définition de vos besoins par rapport à la situation singulière qui est en présence, et puis vos outils qui sont déjà aussi présents pour que ça puisse venir compléter. Après, on a aussi des situations de référence. C'est aussi la force des fois de notre métier aussi en tant que conseiller en prévention, c'est qu'on va pouvoir aller voir différents. On a vu plusieurs maraîchers, ou on a vu, je ne sais plus à combien de nombre de salles de traite que j'ai pu voir, mais c'est vrai qu'il y a vraiment toujours de quoi s'inspirer d'une situation à une autre. Et après, il y a aussi parfois des nouveautés techniques qui sont présentées et qui doivent, à mon sens, toujours être testées ou questionnées. Il n'y a pas de… en ce moment, par exemple, il y a une question qui me vient régulièrement, c'est la place des exosquelettes en salle de traite. Il y a beaucoup de personnes qui voient ça comme quelque chose, on va dire, d'un peu magique, ou en tout cas d'une très très bonne situation ergonomique. Il se pose plein de questions autour de cet outil-là, de comment est-ce que, à quel moment je le mets, où est-ce que je le place, comment est-ce que je fais sans, est-ce que finalement je ne vais pas être aussi gênée dans la fluidité de mes mouvements. Donc c'est vraiment une approche comme ça où on peut, un outil est bon parce qu'il répond à des besoins. Et nous, l'approche qu'on essaye toujours d'avoir, c'est de vous aider à, enfin le plus souvent en tout cas, de pouvoir définir ces besoins-là, de les prioriser, parce qu'ils sont tous là, mais il y en a qui sont parfois plus forts que d'autres, et après d'essayer de mettre en face des réponses techniques qui existent, dont vous avez peut-être déjà connaissance, d'ouvrir parfois en allant sur vos réseaux justement, voir ce qui a peut-être été fait ailleurs, et parfois sinon voilà, de passer par de la conception sur mesure en effet. On a justement une question sur les salles de traite. Alors, j'ai eu l'occasion de voir une des premières salles de traite qui a été conçue. De mémoire, la margelle était à 70 cm de haut, donc bien inférieure à tout ce que j'avais vu par ailleurs. Et la personne se tenait très bien. Je ne sais pas, les techniciens, jusqu'où ils vont nous les monter à 1,80 m, je ne sais pas combien, les quais de traite, mais arrêtez de me monter les quais de traite. Un jour, un technicien en formation me disait moi, je viens en formation parce que je voudrais faire une salle de traite ergonomique. Je lui ai répondu d'abord, il faudra me faire des vaches ergonomiques. Le jour où tu auras une vache qui n'auront pas des pieds dans tous les sens, qui sont à 20 cm d'un pied à l'autre, le jour où tu me feras un agriculteur ergonomique où il aura les yeux et les mains au même niveau. Oui, parce que pour voir et mettre les mains, tu as un moment, tu as un problème. Soit tu fais avec les yeux, soit tu fais avec les mains. Je dis, moi, quand tu m'auras fait les deux, le bonhomme et la vache qui seront ergonomiques, je te ferai la salle de traite ergonomique. Donc, de toute façon, on va faire son deuil. La salle de traite ergonomique, elle n'existe pas. Mais on peut jouer sur plein d'autres choses. Une fois, j'ai accompagné un agriculteur handicapé. J'arrive en fin d'hiver et sa femme me dit « Ah non, mais il va falloir faire quelque chose. Je ne veux plus qu'il aille traire dehors parce qu'il était en Auvergne, Haute-Auvergne, donc avec salle de traite ambulante l'été. » Elle me dit « C'est plus possible, même dorénavant, il a encore mal au dos, c'est pas possible. » Je lui dis « Madame, on est en fin d'hiver, il a trait qu'en bâtiment là depuis 6 mois. » Ah ouais. Je dis « Mais moi, je l'ai observé traire dehors. C'est très l'inverse, si on pouvait traire tout le temps dehors. » Elle me regarde. Je dis « Oui, parce que quand il est dehors, les vaches, premièrement, elles sont dehors. Elles ne se mettent pas le pied dans la merde. Il y en avait une par traite qui avait le pied sale. Les autres, elles avaient le pied propre. Lui,
il avait les vaches qui étaient en train d'être prêtes, il regardait les autres de loin, il repérait les pies sales et il se baissait que pour celles qui avaient le pied sale. Il se baissait le dos à angle droit. Et il avait très peu de fois où il se baissait, il faisait tout à la main, rien avec les yeux, au toucher. C'est le compromis main-yeux que je vous parlais tout à l'heure, il ne l'avait pas à faire. Je lui dis, il a des postures parfaites et en fin d'été, il n'y a pas de problème de dos. Par contre, c'est un ancien skieur, il a un style. Et je lui dis, mais dans la salle de traite, on dirait qu'il fait du ski. Il est constamment en torsion pour aller chercher un pied, pour aller rechercher un autre. Et ces torsions, c'est ça qui fait qu'en fin d'hiver, ça ne va pas. Donc, c'est dans la salle de traite qu'il a la situation la plus mauvaise. Quelqu'un, je vois, pose la question du regard extérieur. Ça, c'est vraiment mon métier d'ergonome, de faire voir des choses. Tout à l'heure, je vous parlais du système. Une fois, je suis, alors cette fois-ci, chez un horticulteur, les ouvriers sont en train de démonter, de réinstaller tout le système pour irriguer, pour apporter l'eau aux plantes. Je ne sais pas toujours bien le vocabulaire. Et je les vois en train de faire. Alors, vous avez l'immense espace et puis ils attaquent au début et je te branche et je te branche et je te branche. Et puis au milieu, je sens, alors au début ça rigole, ça avance, et puis au milieu, oh là là, ça avance plus, ça rigole plus, et je vois des bouts de bois tout blancs, tout blancs. Alors je dis, il y a un problème là. Non mais c'est normal, c'est le travail, on est des hommes. Oui d'accord, ok. Ah oui, c'est la madame qui a commandé ce matériel-là. Techniquement, il est très bon, ok, très bien. Et puis j'appelle le chef d'entreprise et on regarde et il me dit, ah ben ouais, mais ça va pas. Il est allé chercher de l'eau chaude pour voir s'il en a essayé de trouver des idées. Mais tant que personne a pu dire, là, il y a un problème, on n'a pas cherché de solution. Rien que le fait de se dire, mais au fait, est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer? Ça, on a déjà fait un pas énorme. Le jour où on a fait son deuil de se dire, j'en ai marre de porter 15 tonnes, là, on cherche une solution et on a déjà fait un bon bout du chemin. Alors, sur les questions, je continue. Une question de Sophie Rigondeau. On imagine que la MSA intervient avec des tarifs préférentiels. Comment faire intervenir un intervenant, une intervenante sur les questions de qualité de vie au travail et d'organisation du travail auprès des agréés? Alors, on ne fait pas payer, nous, de prestations. On est c'est du mission de service public. Donc, on intervient, on crée, nous, parfois. Alors, je ne sais pas si c'est sur si c'est nos prestations à nous sur les tarifs préférentiels ou si c'est. Je pense qu'il y a les deux. Et parfois, vous pouvez faire venir Lucie ou ses collègues qui déjà peuvent beaucoup vous apporter. Je me souviens, moi, d'avoir même dans mes interventions demandé l'aide de tes collègues qui avaient des compétences très intéressantes. Hein. C'est possible. Hein. En fait, on intervient, alors parfois en collectif, hein, moi je suis intervenue déjà pour Agrobio sur des moments de regroupement. J'interviens la semaine prochaine, par exemple, sur l'ergonomie pour le porc, pour les élevages de porc. Et donc là, on peut apporter des informations ou questionner les gens par rapport à leur travail. Après, on peut aussi intervenir en individuel, c'est-à-dire que en fonction du problème, c'est là où je parlais tout à l'heure des 3 niveaux de prévention. C'est qu'il y a un risque qui est déjà avéré. Est-ce que j'ai vu qu'il y avait peut-être une question en cours aussi sur quelqu'un qui s'installe prochainement. Ça peut être aussi du travail d'étude de plan ou ça m'arrive régulièrement. C'était pas du tout prévu à la base de pouvoir parler d'amélioration d'un bâtiment, par exemple. Et puis finalement, je demande à voir les plans. Et là, en effet, je vais commencer à questionner la lumière, le bruit, la circulation des hommes, des machines, des animaux, les points d'eau. Voilà, on va essayer d'avoir une approche où on sait, quand on a suivi des projets, qu'à un moment donné, il y a eu des choses qui ont été bien faites ou mal faites. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est ce qui a mal été fait sur les projets précédents. Et c'est aussi ce que moi, je donne comme conseil sur des gens qui vont s'installer ou qui vont aménager des changements. Souvent, vous allez voir aussi des collègues qui ont déjà fait ça. Et les questions, c'est sur l'existant. Ce qui est toujours vraiment intéressant de poser comme question, c'est « et si c'était à refaire aujourd'hui, qu'est-ce que vous ne referiez pas de la même façon ?» techniquement. Et après, il y a aussi tout ce qu'on appelle la gestion de projet. C'est-à-dire qu'on occulte souvent ces questions-là. C'est comment est-ce que vous avez mené le projet? Qui ont été vos interlocuteurs?
Est-ce qu'il y a des choses qu'il aurait mieux valu que tu saches au début plutôt qu'à la fin, pour pouvoir avoir ce retour d'expérience-là et d'une richesse autre que technique, parce que la technique, on l'a vu, enfin voilà, Marilyn l'a très bien expliqué, c'est que ça répond à une situation particulière. Et c'est cette analyse de situation particulière qui est extrêmement intéressante et où on prend, je pense aussi, assez plaisir à construire son problème pour construire sa solution, quoi. C'est aussi là où il y a beaucoup de sens du travail qui se met en place. Et il y a un autre champ dont on n'a pas trop parlé aussi, mais c'est plus on anticipe et plus on se sent sécurisé dans les choix qu'on a faits. Et plus on porte son projet, après, on sent sa légitimité, on sent sa solidité et sa pérennité. Et après, ça donne au lancement pur, technique. On peut déjà se sentir beaucoup plus armé sur ces points-là. Voilà, c'est un point cognitif qui est vraiment aussi important et qui a une grande place aussi, je trouve, dans l'agriculture, sur cette côté gestionnaire de plein d'éléments différents, en fait. Et après, pour revenir sur la question là, sur le intervenant extérieur, il y a aussi des groupes qui travaillent sur cette thématique. Alors là, la question, c'était vraiment sur accompagnement individuel. Oui. Mais tu parles, Lucie, d'intervention auprès d'un groupe avec l'agro-bio. Je sais qu'il y a le GAB 22 qui travaille avec un groupe d'éleveurs et un ergonome. Donc, on se sert de l'expérience du collectif. Donc, c'est pas à proprement parler un accompagnement individuel. Dans le GAB 56, il y a aussi un groupe là, qui se monte en maraîchage autour de l'ergonomie au travail. Il y a eu une porte ouverte et un groupe d'échange. Voilà, je sais qu'il y a des agences qui existent comme l'ARACT, l'agence régionale d'accompagnement au changement d'amélioration des conditions de travail. Conditions de travail, ouais, voilà. Donc ils peuvent être, d'ailleurs, j'en profite pour en parler là. Il y a un projet qui est mené en ce moment sur le 56 et le 22 par l'ARACT Bretagne, qui est en recherche de 4 structures, donc une ferme, pour pouvoir faire partie d'un test en fait et de bénéficier d'un accompagnement d'1 an gratuit pour la structure. Voilà, donc si jamais vous êtes intéressé, donc en gros, le choix des structures se fait. Il y a 4 structures qui vont être sélectionnées. Il faut qu'il y ait une volonté de modification et de transition sur l'entrée travail sur l'année à venir. Et donc l'ARAC se propose de suivre et d'accompagner cette transition et ce changement. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, j'ai des demandes. Parfois, il y a des MSA qui subventionnent mes interventions. Quand ils ont fait, eux, leur première partie en disant bah là, ça devient plus compliqué et ils me font intervenir et subventionnent mon intervention, au moins en partie. Il y a on a travaillé aussi beaucoup en formation action entre agriculteurs. Ça, c'est très, très intéressant parce que voilà, les regards croisés que vous avez entre vous sont d'une efficacité extraordinaire et vous êtes aujourd'hui les meilleurs conseillers qui soient. Et quand on peut travailler avec du VIVEA, avec des fonds de formation, moi j'aime bien travailler avec un groupe d'agriculteurs qui ont des problématiques et chacun aide l'autre. Moi j'ai une partie individuelle, donc des fois c'est eux qui la financent. Ils payent la partie individuelle où je vais chez eux, où il y a la subvention et VIVEA n'arrive pas à avoir des financements suffisants pour la partie individuelle. Donc je fais de l'individuel, du collectif, et c'est cet individuel qui est apporté au collectif et tout le monde s'aide à étudier les projets, s'aide à faire les simulations du travail. Il y a une synergie assez extraordinaire. Et c'est mon cabinet MB2 qui a fait l'étude risques psychosociaux pour la MSA. Donc, ma collègue Josiane Voisin accompagne beaucoup dans les MSA. Il y a des groupes qui se font, il y a des réunions qui se font. Donc, et puis, moi, je sais que j'ai des agriculteurs qui me disent non, mais on vous paiera parce que c'est rentable en fait. Donc, certains, la première fois, ils bénéficient d'une aide. Et puis après, ils me disent maintenant que vous connaissez, j'y vais une journée, 2 journées, au bout de 2-3 ans, refaire un point parce que ça a beau être cher. À fois, si ça permet d'avancer. Alors, je vois une question, oui, vas-y. En fait, il y a ce côté où souvent on attend un peu des réponses, nous, conseillers en prévention, et parfois donc on peut avoir ces réponses-là, parfois on ne les a pas toujours. Et ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est ce côté un peu miroir où on va renvoyer, et c'est ce que tu mets aussi en place, Marilyn, dans les échanges de façon du coup plus longue, parce que on a aussi, nous, notre limite à nous, c'est le temps et c'est le nombre de personnes qu'on peut
qu'on peut voir. Mais c'est ce côté miroir où en fait on va confronter, faire des allers-retours de questionnement. Et c'est ça qui parfois enrichit vraiment l'approche et le projet. Plus qu'un apport de solutions techniques, même si on a ça dans nos bagages quand même, quoi. Je vois qu'il est moins 20. Je propose justement de faire cette transition et de passer à la quatrième partie, Lucie, les moyens d'agir. Oui, Donc on l'avait déjà bien entamé là. Ouais. Et du coup, voilà, et on laissera ensuite à la fin plutôt une place pour les questions. Alors, j'y suis, je partage la diapo. Voilà, Oui. ça a marché? Oui, ok. Ouais. Ben, tu peux passer à la diapo suivante. Globalement, je représentais voilà, les 3 métiers de nos services qui sont présents et qui sont complémentaires, puisque on voit les médecins et les infirmiers voient régulièrement donc, les salariés et parfois aussi les exploitants en consultation. Ils peuvent nous signaler des éléments sous couvert du secret médical, hein, bien sûr. Mais ils peuvent nous apporter des éléments par rapport aux entreprises et ils ont une vraie expertise sur la santé aussi. Et donc nous, les conseillers en prévention, où on a cette interaction sur le terrain directement avec les entreprises. Voilà, globalement, c'est les moyens humains qui sont mis à disposition par les services de santé au travail. Et puis après, techniquement, souvent, on peut donc intervenir individuellement sur des formes de diagnostic. Alors, je dis individuellement, mais c'est soit à l'échelle de l'exploitant, mais parfois à l'échelle plutôt de l'entreprise, souvent via des études de poste, des visites d'entreprise. Donc, j'ai mentionné les visites médicales également. Dans la partie information-formation, donc c'est des journées de sensibilisation ou d'information sur un risque en particulier, souvent. Parfois donc avec les partenaires, donc je mentionnais Agrobio, mais c'est vrai qu'on peut nous-mêmes parfois aussi vous inviter. Vous recevez souvent des invitations, des courriers d'invitation pour des journées autour de certaines thématiques. Donc celle qui concerne assez bien cette thématique, c'est une journée qui s'appelle « Et si on parlait du travail ?» Et puis, on met aussi en place maintenant une formation tous les ans qui s'appelle « Repenser son bien-être au travail » où on accompagne donc avec une psychologue du travail plusieurs personnes, donc de 4 à 6 personnes, pour justement en individuel et en collectif, pour justement pouvoir aller beaucoup plus loin dans la prise en charge et le questionnement de comment est-ce que je me projette et à quelles conditions est-ce que la projection et le maintien de mon activité de travail va pouvoir se faire sur des investissements ou des changements d'organisation ou de se poser, en tout cas de se poser de la question de comment est-ce que je me vois évoluer dans la situation de travail dans l'agricole, quoi. Et après, on a une approche aussi analyse d'accident où on intervient aussi après. Et dans ce cas-là, on essaye de pouvoir comprendre ce qui s'est passé pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et un volet un peu plus technique, parfois qu'on peut avoir sur des mesures d'ambiance, ce qu'on pense on n'y pense pas toujours quand on commence à partir dans un projet de bâtiment, mais c'est vrai que la lumière et le bruit sont des éléments qu'il faut pouvoir anticiper parce que finalement ça contribue énormément à se sentir bien dans son travail et on n'y pense pas toujours de premier abord. Voilà. Et puis je veux bien que tu reviennes juste en bas. Sur la fin, on en a parlé un petit peu, donc faire intervenir des experts. Donc, par exemple, comme toi, Marilyn, sur des approfondissements que nous, on ne peut pas forcément toujours mener. Et puis, voilà, test de matériel, aide aux recherches d'outils, et puis de la documentation aussi, parce qu'on a une belle bibliothèque maintenant de documentation technique, qui peut vous aider à donner des informations aux salariés aussi. Voilà. Et enfin, après, je ne sais plus,
Voilà. On met en place des dispositifs d'aide financière liés à l'amélioration des conditions de travail ou des contrats de prévention. Alors, on le mentionne parce que bien sûr, c'est un point qui est présent, mais ce sont des aides qui sont aussi limitées en termes de quantité, donc ça existe. Faites les demandes et puis alors, les dispositifs sont aussi différents parce que voilà, moi je parle pour la MSA des Portes de Bretagne, mais il peut y avoir des différences sur la façon dont c'est mis en place en fonction des caisses. Il faut bien le savoir aussi. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner par rapport à ça. Ça, c'est les moyens dont qu'on a à votre disposition. Je reprends le lien. Donc là, j'en profite pour reprendre une question. Je pense que je n'ai pas été claire sur la salle de traite où quelqu'un me parle en effet de la différence de taille. Hein. Souvent, d'ailleurs, les hommes sont là le jour où on calcule pour faire la salle de traite et après, c'est les femmes qui font 1,50 m qui traitent. L'histoire des quais de traite, à l'origine, c'était pour les pencher en avant, hein, pour ne pas avoir les mains par terre. Dans les traites, des gens penchés en avant, ce n'est pas parce que les animaux sont trop bas, c'est parce que le pied le plus éloigné, selon qu'on est en traite par épi ou traite par l'arrière ou machin, c'est pencher pour atteindre le pied le plus éloigné. Donc ça, que votre quai soit plus ou moins haut, ne changera pas, vous serez toujours obligé d'aller atteindre le pied le plus éloigné. Donc, les torsions du dos, on n'en parle pas. Et les torsions, c'est pour contourner les équipements pour atteindre. Et les torsions sont largement aussi pénalisantes que les penchés en avant. Dès qu'on a mis 70 cm, le penché en avant, il est par rapport à l'atteinte des pieds, il est plus par rapport à la hauteur de l'animal. Et au niveau des différences de taille, pour régler les choses, il n'y a pas trop de solutions à part les planchers mobiles. J'avoue que je n'en ai pas observé. Je sais pas trop ce que ça donne. Mais si vous voulez, il faut bien comprendre que le problème aujourd'hui dans les salles de traite, elle en a parlé, Lucie, ce n'est pas des problèmes de dos qu'on a, c'est des problèmes d'épaule. Donc, il faut calculer que votre épaule soit à la hauteur des pieds. C'est ça la vraie mesure. Mais en effet, après, c'est votre hygiène de la traite. Selon vos techniques d'hygiène de la traite, vous avez besoin avec l'épaule de regarder. Et là, vous avez les cervicales qui trinquent. Quelqu'un m'a demandé s'il y avait des liens entre TMS et stress. Alors justement, les gestes répétitifs à la traite, ça fait partie de ces choses qui vont faire du mal aux poignets, aux épaules. Et quand vous avez du stress, eh bien, vous allez avoir au niveau chimique des choses qui vont venir se mettre là dans les muscles, qui vont encore aggraver ces problèmes-là. Ce sont des choses qui s'emboîtent pour faire des belles boules de neige. Donc, c'est pour ça que dans les usines, les TMS existent depuis longtemps, alors que les risques psychosociaux, on en parle depuis moins de temps. Mais il faut savoir que les troubles musculo-squelettiques sont déjà une expression aussi du stress et du malaise au travail. C'est votre corps qui parle. Écoutez-le. Oui, le corps parle par rapport à ça. Et il y a aussi tout ce qui va être ces notions un peu d'erreur parfois qui sont aussi présentes sur le stress. Donc, c'est la partie charge mentale qu'on déploie parfois. Qu'on explique peut-être un petit peu moins parce que le corps c'est mécanique, ça peut paraître assez facile à aborder et puis en fait finalement quand Marilyn ou moi on commence à arriver on se rend compte que finalement la réponse n'est pas aussi simple que ça, mais ça quand on arrive avec cette approche globale qui parfois peut paraître complexe où finalement j'ai appelé la conseillère en prévention, j'avais une question simple et en fait, elle a une réponse compliquée. Je peux vous apporter une réponse simple, parfois ça m'arrive de le faire, il n'y a pas de souci, mais est-ce qu'elle va répondre au plus juste de la problématique qu'on va avoir en présence? Et en fait, plus on vous aide à structurer la problématique, plus après, finalement, la solution, comme ça engage souvent le technique, le financier, c'est vous qui avez, tout l'aspect global, il vaut mieux que ce soit vous qui soyez armé et qui deveniez expert de votre situation de travail et donc de votre prévention, plutôt que nous. Mais moi,
j'aime bien me considérer comme un catalyseur, c'est-à-dire que j'arrive et je donne juste un coup d'accélération sur un mouvement de vie d'entreprise ou d'exploitation qui est déjà mis en place, quoi. Et c'est ce que vous faites entre vous et c'est aussi ce qu'on trouve vraiment intéressant, c'est ce côté partage d'expérience qui se met en place où le collectif, en fait, a vraiment cette force de prise de recul, de mise en miroir et après de, OK, fort de tout ça, quelles sont les décisions que en tant que chef d'entreprise, je vais prendre, quoi. Avec une mesure des risques, avec voilà, tous ces éléments-là. Je Donc, rebondis. en fait, Une fois, je me présentais à un technicien en essayant, je ramais un ergonome, qu'est-ce que c'est? Puis il y a un recruteur qui m'arrête et qui me dit, attends, je vais t'expliquer. Un ergonome, c'est un gars, quand il vient, tu as une question grande comme ça, quand il repart, tu en as une comme ça, et pire, t'en redemandes. ouais, mais plus, voilà, enfin, ouais. C'était cette partie-là. Il y a quelqu'un qui me demandait, alors je crois que c'est à moi de développer la partie bleue dans l'exposé. Je pense que c'était la partie diagnostic. Du coup, on est là-dessus. C'est-à-dire parfois il y a des gens qui estiment qu'ils ont donc qui ont une vraie problématique de problèmes de dos ou d'achat de matériel nouveau et novateur. Je mentionnais un peu les exosquelettes tout à l'heure où j'ai vu que la MSA avait mis une étude en Côte-Normande. Du coup, est-ce que vous avez des infos? Et souvent, ça vient aussi par donc la demande d'aide financière. On intervient sur les diagnostics pour justement aller creuser un petit peu plus les choses là où vous voulez creuser aussi les choses parce qu'on met le doigt parfois aussi sur des problématiques qui peuvent être un peu sensibles. Mais voilà, ce côté diagnostic-là, c'est essayer de renseigner la problématique pour pouvoir y répondre au plus juste. Avec, pour nous, notre part, c'est vraiment aussi tous les risques au sens large. Là, on est sur une approche ergonomique, on peut parler donc des TMS. On peut avoir aussi une approche sur le stress, mais je peux aussi intervenir pour des problématiques autour d'une machine, autour des animaux, autour de voilà, il y a vraiment tout l'ensemble des risques professionnels qui peuvent être engagés parfois. Je ne sais même pas si... Voilà. Merci pour ces compléments. Donc, il est moins 10. Nous sommes parfaitement dans les temps. Donc, s'il y a encore des questions, n'hésitez pas. Autrement, je rappelle, je regarde toujours les questions, mais je rappelle que la conférence a été enregistrée et qu'elle sera, comme toutes les autres conférences, disponible sur le site de LTNM, donc La Terre est notre métier. Les conférences continuent jusqu'au 16 décembre, donc il y a différentes thématiques qui sont abordées pour différents publics, différentes productions, donc n'hésitez pas à vous y inscrire si ce n'est pas déjà fait. Je remercie nos intervenantes, Lucie et Marilyn, pour leur présence aujourd'hui et puis pour toute la participation et la préparation de cette conférence. J'espère qu'elle vous aura plu. Et voilà, j'avais un petit diapo à passer normalement sur les partenaires de la Terre et notre métier, mais j'arrive pas à le partager. Donc, je les remercie ici pour voilà. Et merci aussi à Agrobio 35 pour le maintien de ces conférences dans des conditions particulières. Mais voilà, on est très content d'avoir pu les maintenir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.